L'autre sujet que nous avons identifié, c'est un sujet de périmètre des états financiers sur lequel on a souhaité faire un focus un peu particulier. Alors c'est un sujet qui sera redébattu lorsque sera examinée à la fin du processus de normalisation la norme 1, qui est celle relative aux états financiers. Pour essayer de vous présenter le problème de manière pas excessivement technocratique, il y a en fait deux options qui sont actuellement présentes dans le projet de norme 1. Il s'agit de savoir comment on retrace dans les états financiers l'activité des services qui sont, en termes budgétaires, suivis sous forme de budget annexe. Donc, surtout des services publics, industriels et commerciaux, mais c'est quand même un problème qui, là aussi, est un peu une particularité du secteur public local. Évidemment, l'architecture budgétaire n'est pas impactée par les travaux de certification. Ce n'est pas leur objet. Ils ne s'occupent pas des sujets budgétaires. Donc ça n'empêche absolument pas, y compris en mode pérenne, de continuer à structurer le budget avec des briques selon lesquelles les élus votent les moyens et selon lesquelles on rend compte aux élus sur l'utilisation qu'on a fait des moyens. Donc je mets de côté l'aspect strictement budgétaire. Mais ça a évidemment un impact sur le périmètre des états financiers. Il faut qu'on sache comment ces activités-là sont intégrées dans la restitution, dans un objectif de transparence. Donc il y a une option dite préférentielle, un mode préférentiel, qui consiste à retracer l'activité de ces services, qui sont dans des budgets annexes, directement dans le bilan et le compte de résultat de l'entité. Et puis il y a une autre voie alternative qui consiste à ne les retracer que dans l'annexe, et non pas dans le bilan et le compte de résultat. Alors la position que la Cour des comptes a prise, c'est de considérer que seule l'option principale, c'est-à-dire seule l'option où c'est retracé dans le bilan et le compte de résultat, permet de donner une image fidèle et sincère de la situation de l'entité. Parce que ces services ne sont pas des entités distinctes. Et notamment, si on raisonne en termes d'obligations vis-à-vis des tiers, que ce soit des obligations données d'ailleurs ou des obligations reçues, c'est bien l'entité elle-même, la commune, qui les porte, et non pas tel budget annexe ou tel service qui est identifié budgétairement. Et c'est pour ça que nous avons indiqué dans ce document que la formule optionnelle, donc celle qui ne consiste à les retracer que dans l'annexe, devait, de notre point de vue, soit disparaître, ce qui aurait notre préférence, soit être noté, être qualifié de transitoire, mais avec une phase de transition qui, si possible, ne dure pas 100 ans. Donc voilà le message qu'on a passé. En fait, on essaye de se conformer à ce qui existe dans le document également issu des travaux du CNOCP, qui est le cadre conceptuel des comptes publics en droit constaté et de la définition de ce que c'est qu'une entité. Une entité comptable, pour nous, c'est une entité qui peut nouer des obligations vis-à-vis de tiers, et ça ressemble quand même furieusement à la définition d'une personne morale. En droit civil, je pense qu'une personne morale, c'est une structure qui peut nouer des obligations, des droits et obligations vis-à-vis des tiers. Donc nous souhaitons que le périmètre des états financiers soit sur le périmètre de l'entité et non pas fractionné en petits morceaux. Alors, et le dernier message par lequel je terminerai, c'est que nous avons également souligné, et ça fait écho à des choses qui ont été dites ce matin, l'importance de la dimension managériale de la perspective d'une certification des comptes locaux. Nous l'avons fait sous deux angles, deux sujets, l'aspect humain et l'aspect informatique. Alors l'aspect humain, qui est forcément le plus important, c'est qu'il nous paraît important, si le Parlement décide de soumettre ou de faire bénéficier d'une certification tout ou partie des comptes locaux, il faut se donner le temps parce qu'il faut derrière mettre en place et mettre en œuvre concrètement des dispositifs de formation extrêmement lourds pour que, non seulement dans les directions des finances, mais là c'est un public acquis à la cause, si je puis dire, mais dans toutes les directions métiers,
c'est-à-dire ceux qui s'occupent du patrimoine, ceux qui s'occupent de la ressource humaine, de leur faire comprendre qu'une certification des comptes, ça n'est pas que l'affaire de la direction des finances. Et que quand on fait un acte en matière de RH, que ce soit le recrutement d'un contractuel ou on accorde une augmentation, quand on fait un acte en matière de patrimoine, on a les conséquences comptables de cet acte à intégrer dans le processus qu'on met en œuvre, qui renvoie aux problématiques de contrôle interne. Ce volet de formation vaut aussi côté comptable. Il faut aussi être conscient de l'enjeu que ça représente du côté des comptables publics de se préparer, d'être opérationnel. C'est un investissement extrêmement lourd qui nécessitera des années de formation initiale continue pour que ces messages soient bien perçus. Et puis on l'a dit aussi sur les aspects informatiques. Nous, dans le cadre des audits ciblés, nous faisons ce qu'on appelle des audits d'application et des contrôles généraux informatiques sur les grands outils utilisés par les ordonnateurs. Quand nous aurons terminé les audits ciblés en 2020, nous aurons passé en revue l'essentiel des produits qui existent dans le secteur local pour voir comment ils fonctionnent. Il faudra aussi qu'il y ait un dialogue qui se noue avec ceux qui conçoivent ces outils, les éditeurs, pour que ces outils-là intègrent complètement la perspective d'une certification des comptes. Ce que pour le moment, ils ne font pas totalement. Alors, ça n'est pas un reproche, ils n'avaient pas à le faire parce qu'il n'y avait pas de certification des comptes dans le secteur local. Et l'équation va quand même un peu changer. Et puis, ça concerne, même dualité, l'outil du comptable, Helios, qui a été conçu, mis en service à une époque où n'étaient certifiés ni les comptes des établissements publics de santé, ni envisager la certification des comptes des collectivités locales. Donc là aussi, nous avons souhaité, au titre des conditions préalables et nécessaires, donc à titre de constitution du fonds de dossier du Parlement pour 2023, signaler qu'il faudra se donner le temps, parce qu'il faudra du temps pour que les outils informatiques soient mis à hauteur de l'enjeu que représente, l'enjeu quand même assez systémique que représente le passage à une certification dans les collectivités locales. Voilà de manière un peu résumée les messages que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont consignés dans le bilan intermédiaire qu'elles ont fait de l'expérimentation de la certification des comptes. Il y a dans le rapport que le gouvernement a produit des messages complémentaires extrêmement intéressants, je l'espère, pour le Parlement. Et il y a des choses dans les 25 contributions des collectivités expérimentatrices dont nous espérons que le Parlement tiendra le plus grand compte s'il fait des auditions.